Chirurgie générale à l'hôpital central de l'armée. Je vais vous présenter un cours sur les hernies de la paroi abdominale. Donc, je vais vous présenter le plan. On va commencer par une définition intérêt de la question, des rappels anatomopathologiques. On va étudier les étiologies, les facteurs déclenchants de ces hernies de la paroi abdominale. On va s'intéresser surtout à l'examen clinique, parce que c'est ce qui est très important pour votre formation. Nous allons ensuite voir les différentes formes cliniques et leur classification. On va évoquer et citer les complications, qui sont surtout l'étranglement herniaire. Et on va parler un peu du traitement et on va conclure ensuite notre cours. La hernie, c'est une pathologie de l'homme actif. Par définition, c'est la protrusion de plusieurs ou d'un seul viscère à travers, provenant de la cavité abdominale, à travers un orifice musculo-pectinéal ou bien une déhiscence naturelle, un orifice anormalement déhiscent. Donc, il en existe plusieurs types. Les plus fréquents, c'est les hernies inguinales et les hernies crurales ou bien fémorales. Dans une moindre importance, vous avez les hernies ombilicales, surtout fréquentes chez la femme enceinte et les nouveau-nés, les hernies de la ligne blanche, la ligne médiane de l'abdomen, et des autres hernies beaucoup plus rares, ce sont les hernies ischiatiques, les hernies herbaires et les hernies de Stiger. Pour ce qui est des hernies inguinales, c'est une pathologie très très fréquente. C'est notre pain quotidien, nous chirurgiens, dans les services de chirurgie générale. En France, 100 000 hernies, 100 000 cures hernières sont faites par an. Et ça sous-entend un coût important avec les arts et travail que tout ceci peut constituer et un impact non négligeable pour l'économie d'un pays. Le risque, il est vital en cas d'étranglement, puisque dans cette complication qui est due à l'étranglement, on peut avoir jusqu'à 10% de mortalité, malheureusement. Pour ce qui est du rappel anatomopathologique, la hernie, généralement, elle se produit dans un orifice de faiblesse pariétale abdominale. En la région inguinale, c'est surtout la faiblesse de la paroi postérieure du canal inguinal avec le fascia transversalis qui est déhiscent. Cet élément anatomique, lorsqu'il vieillit avec l'âge, avec la dégénérescence des fibres collagènes, il y aura tendance à ce qu'on appelle la formation de hernie due à la faiblesse. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des hernies congénitales par persistance de reliquats tels que le canal péritoneo-vaginal ou bien le canal omphalomésentérique, ce qui expliquerait les hernies de l'enfant, les hernies ombilicales, par persistance du canal omphalomésentérique ou bien les hernies inguinales par persistance du canal péritoneo-vaginal qui devrait se fermer avant 1 an après la naissance. Donc, toute hernie, elle est constituée par 4 éléments. Vous avez l'orifice, qui est en fait le défect pariétal, c'est cette perte de substance pariétale, à travers laquelle un sac hernière qui est constitué par le péritoine pariétal, élargi et déhiscent, va faire sa protrusion, va s'échapper de cet orifice. La zone rétrécie de cet orifice hernière s'appelle le collet hernière. C'est le siège des étranglements. Et le contenu, il varie du siège, du siège de la hernie. Donc, il peut être grélique, il peut être colique, ça peut être une annexe chez la femme, ça peut être la corne vésicale, un appendice. Donc, tout le contenu viscéral peut être concerné par ces hernies inguinales. Voici un schéma sur les différents constituants d'une hernie. Donc, en rouge, vous avez une anse intestinale, là, qui fait protrusion à travers le défect, c'est l'orifice hernière. En noir, vous avez le péritoine pariétal, donc qui fait issue à travers ce défect-là,
avec le risque d'étranglement lorsqu'il s'agit d'un contenu intestinal. Lorsqu'il s'agit d'un contenu digestif, le risque d'incarcération et d'occlusion intestinale est important. Donc là, vous avez la peau. Pour les facteurs qui peuvent provoquer ces hernies inguinales, vous avez essentiellement les déhiscences pariétales, soit par défaut, comme je vous ai dit, d'oblitération des reliquats de la vie embryonnaire, tel que le défaut d'oblitération du canal péritoneo-vaginal dans les hernies inguinales, ou bien un défaut de fermeture du canal omphalomésentérique dans les hernies ombilicales, soit par faiblesse des structures musculo-aponevrotiques, ce sont surtout les hernies acquises de l'adulte, dues à un travail forcé, à la vieillesse, la sédentarité, ou bien à la dénutrition dans certaines pathologies métaboliques. En plus de ces déhiscences pariétales, vous avez l'augmentation de la pression intra-abdominale lorsqu'il y a fourniture de grands efforts physiques par les travailleurs de force, les manutentionnaires. Certaines pathologies chroniques qui augmentent la pression abdominale, telles que l'asthme, la constipation chronique, la dysurie. On sait que chez l'homme, à partir d'un certain âge, il y a la formation d'adénomes de prostate qui peuvent oblitérer l'urtère et entraîner une poussée, une dysurie. Donc, cette dysurie va augmenter la pression abdominale et va favoriser l'issue du contenu digestif à travers des orifices, des hernies de faiblesse, des orifices faibles. La grossesse avec l'augmentation de la pression abdominale peut provoquer la survenue de hernies, l'obésité, et bien sûr, une acide peut déplisser l'ombilic et provoquer des hernies qui peuvent malheureusement se rompre et donner lieu à un accident dramatique. Pour l'examen clinique, on va commencer par l'interrogatoire. Cet interrogatoire doit faire sortir les notions suivantes, à savoir un tabagisme, un asthme avec une toux chronique pouvant expliquer la survenue de cette hernie, les facteurs de sédentarité. Il faut bien sûr peser et toiser chaque malade pour calculer son BMI et déterminer dans quel est-ce qu'il est obèse, est-ce qu'il est en surpoids, en surcharge pondérale, pour voir est-ce qu'il y a un facteur d'hyperpression abdominale. Bien sûr, demander aux patients qui se présentent pour une hernie sa profession, c'est très important, parce qu'après la cure de hernie, on peut, pour éviter la récidive, lui aménager un poste s'il est un travailleur de force, ou bien adapter les efforts avec sa nouvelle situation. L'ancienneté de la hernie, est-ce qu'on est en présence d'une hernie ancienne ou juste une nouvelle découverte? Dans les signes fonctionnels vont de la simple gêne à un point précis, à une sensation de douleur, de pesanteur. Parfois, on a un tiraillement ou bien une douleur vive à l'effort. Et surtout, la notion de tuméfaction qui disparaît lors de la position couchée est fortement évocatrice à l'interrogatoire d'une pathologie hernienne. Le diagnostic de la hernie est purement clinique. On n'a pas besoin d'examen complémentaire. Donc, l'examen va se faire en position debout et couché. Les critères de la hernie sont l'apparition d'une tuméfaction qui a les caractères suivants. La hernie non compliquée est une tuméfaction qui est indolore, qui est impulsive à la toux et réductible, bien sûr. Donc, à l'inspection, on recherche le siège de cette hernie. Est-ce que c'est une hernie inguinale? Donc, on doit dévêtir le patient complètement. On va le mettre en position debout. On inspecte tous les points faibles de la paroi abdominale, la région inguinale, la région crurale, fémorale, la région ombilicale, la région de la ligne blanche et même la région lombaire. Parce que la région lombaire peut être le siège
de hernie. On va même examiner le périnée parce qu'il y a des hernies ischiatiques, des hernies obturatrices qui peuvent se voir lorsqu'on inspecte, on met en position accroupi le patient, on lui demande de pousser. On peut mettre en évidence ces hernies rares qui sont les hernies ischiatiques ou bien obturatrices. Donc l'inspection recherche le siège, la taille de la tuméfaction. On va voir, c'est important pour la classification, surtout lorsqu'on réduit la hernie, on peut calculer la taille du défect. Le critère d'expansion, en demandant au malade de tousser ou de se mettre debout. L'état cutané en regard est très important. Pourquoi? Parce que dans les hernies non compliquées, si le patient a une infection staphylococcique, donc on doit différer absolument l'intervention, sinon il y aura une apparition d'une infection. Donc surtout lorsqu'on met du matériel prothétique, une plaque, une prothèse. Donc l'état cutané doit être parfait. Donc si on a la moindre infection cutanée, on ne peut pas traiter le malade. Et dans les hernies étranglées compliquées, lorsqu'il y a des signes de rougeur cutanée, et c'est dans ces hernies étranglées, il y a probablement une nécrose cutanée, une nécrose intestinale sous-jacente qui peut évoluer vers un abcès pyosterchoral qui est une évolution dramatique. Donc, on continue par l'étude clinique. Donc, à la palpation, on recherche la réductibilité. En principe, une hernie non compliquée, elle se réintègre facilement, soit spontanément lorsque le patient se met en position couchée, ou bien avec des manœuvres douces de réintégration, c'est ce qu'on appelle le taxis. C'est l'opérateur qui va réduire doucement ce contenu viscéral qui est extériorisé vers la cavité abdominale. Une fois la hernie intégrée, on peut apprécier par une réglette la taille du défect et c'est très important pour notre classification qu'on va voir ensuite. Donc, la percussion, elle peut nous renseigner sur le contenu de la hernie. Il peut être tympanique si le contenu est colique, ou bien mat lorsque c'est de l'épiplomb, ou bien une corne vésicale ou un autre organe qui est concerné. Ce n'est pas un organe creux, c'est un organe plat. Le reste de l'examen clinique va s'atteler à rechercher les facteurs favorisant à la survenue de la hernie, tels qu'un problème d'asthme pulmonaire. Donc, on doit ausculter absolument les poumons du patient. On doit absolument faire un toucher rectal à la recherche d'une hypertrophie d'un adénome prostatique, ou bien d'une tumeur, ou bien d'un fécalome qui peut expliquer la survenue de cette constipation. Et là, on est en face d'une hernie symptôme, c'est-à-dire qui est révélatrice du sous-jacente, peut-être malheureusement une tumeur rectale. On doit rechercher aussi la présence d'une masse abdominale, une serre ou bien une acide. Donc, prime abord, aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour le diagnostic de hernie qui est exclusivement clinique. Pour les formes cliniques, nous avons les hernies de l'âne sont divisées en hernie crurale ou bien fémorale. Et le deuxième cas de figure, c'est les hernies inguinales. Dans les hernies inguinales, vous avez les hernies indirectes, qui sont des hernies obliques externes dues à une faiblesse, ou bien les hernies directes qui peuvent être congénitales ou bien généralement de faiblesse. Vous avez les hernies ombilicales, les hernies de la ligne blanche et plus rarement des hernies ischiatiques obturatrices ou les hernies de Spiegel qui sont des hernies au niveau du muscle grand droit. Ce sont des hernies latérales. Pour les formes cliniques, vous avez les hernies inguinales. Comment on différencie-t-on entre hernie inguinale et hernie crurale? On va le voir dans un schéma. Les hernies inguinales sont situées au-dessus de la ligne de Malguen, qui rejoint l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis, tandis que les hernies crurales ou fémorales sont développées au-dessous de la ligne de Malguen. Donc, on va voir, c'est quoi la ligne de Malguen? La ligne de Malguen,
c'est la projection cutanée de l'arcade crurale. Cette ligne, elle s'étend de l'épine iliaque antéro-supérieure en dehors à l'épine du pubis en dedans. Donc, les hernies inguinales sont les hernies situées au-dessus de cette ligne de Malden, cette ligne séparatrice, qui se trouve à la racine de la cuisse. Les hernies crurales ou bien fémorales sont les hernies qui sont situées au-dessous de cette ligne de Malden. Les autres hernies, vous avez les hernies ombilicales, ce sont les hernies qui concernent l'orifice ombilical. Vous avez les hernies de la ligne blanche qui concernent, ce sont des hernies médianes, qui concernent la réunion des fibres aponevrotiques des muscles grand droit. Elles peuvent être sus ou bien sous-ombilicales. Les hernies de Spiegel, ce sont les hernies qui se trouvent au bord externe du muscle grand droit, ce sont des hernies latérales. Donc, pour les hernies inguinales, on a la classification de Nius qui permet de distinguer 5 types de hernies. Donc, pour le type 1, ce sont les hernies obliques externes, ce sont les hernies indirectes à orifice profond normal, inférieur à 25 cm. Les hernies de type 2, ce sont les hernies indirectes, obliques externes, orifice profond dilaté mais non distendu, c'est-à-dire le diamètre du défect se situe entre 1,5 et 3 cm. Le type 3A, ce sont les hernies directes. Les types 3B, ce sont les hernies directes à orifice profond distendu, supérieur à 3 cm, ou bien les hernies mixtes, hernies inguinales directes et indirectes. Vous avez le type 3C, ce sont les hernies crurales ou fémorales. Et enfin, le type 4, ce sont les hernies récidivées qui apparaissent après un traitement chirurgical, après échec d'un traitement chirurgical, ce sont les hernies de type 4 ou les hernies récidivées. Donc, il y a une autre classification pour les hernies de la ligne blanche et les hernies ombilicales. Je vous ai mis la classification de l'European Hernia Society. Donc, pour les hernies de la ligne blanche, les hernies médianes, vous avez les hernies, il y a les hernies sous-xiphoïdiques, les hernies épigastriques, les hernies ombilicales qui sont situées 3 cm au-dessus et au-dessous de l'ombilic, les hernies sous-ombilicales et les hernies suprapubiennes. Pour les hernies latérales, elles se situent sur la paroi abdominale latérale. Au niveau de la région L1, c'est la région sous-costale, L2, c'est la région flanc, et L3, c'est la région iliaque. Et pour donc la classification, elle se base sur le siège des hernies de la paroi abdominale. Elles peuvent être médianes ou latérales. Et sur le diamètre, donc vous avez les petits défects qui sont inférieurs à 2 cm, les défects moyens entre 2 et 4 cm, et les défects larges supérieurs à 4 cm lorsque le collet il est extrêmement distendu. Pour les diagnostics différentiels des hernies inguinales, donc c'est surtout les éventrations post-opératoires, ce sont les hernies incisionnelles. Vous savez que les hernies inguinales, comme je vous ai dit en introduction, ce sont des hernies qui apparaissent sur des orifices naturels, qui n'ont pas été touchés par le chirurgien. Tandis que les éventrations post-opératoires surviennent sur une cicatrice d'intervention chirurgicale. Ça peut être une cicatrice médiane ou latérale. Donc, toutes ces éventrations post-opératoires prêtent parfois, lorsque, par exemple, on ne connaît pas les antécédents chirurgicaux du malade, la cicatrice est tellement bien faite qu'elle n'est pas visible, ou bien ça peut être un orifice de 3/4 de célioscopie, une cicatrice millimétrique, qui peut être le siège d'une éventration. Et ça peut nous prêter à confusion avec les hernies. Donc, il faut bien examiner les malades, bien les interroger, ressortir tous leurs antécédents chirurgicaux pour faire la part des choses entre hernie naturelle, hernie inguinale ou bien primaire et une éventration post-opératoire. Les adénopathies inguinales peuvent nous prêter à confusion. Ces adénopathies ne sont pas impulsives à la toux, ne sont pas réductibles, elles sont de volume variable. Un lipome peut être, lorsqu'il est très proche d'un orifice hernière, peut prêter à confusion. Lui aussi, il est irréductible et indolore. Un nodule endométriosique chez la femme, qui a des caractéristiques qui varient en fonction du cycle menstruel. Une tumeur du cordon spermatique,
Les examens complémentaires prennent de l'intérêt lorsqu'on n'est pas sûr. Donc, on est obligé de demander une échographie, un échodoppler pour compléter l'exploration parce que des fois, l'examen clinique, il est limité dans ces cas. Un testicule ectopique, donc l'examen des bourses est primordial. S'il y a un testicule en moins dans les bourses, c'est que on est devant une ectopie testiculaire. On peut avoir, on peut aussi, une hernie peut se prêter à confusion avec un nodule de carcinose, une tumeur rétropéritonéale. Pour les complications des hernies, nous allons en évoquer deux essentiellement. La première, c'est l'engouement. C'est quoi l'engouement? C'est un épisode d'étranglement transitoire qui se résout spontanément ou après réduction manuelle. Donc, ces épisodes d'engouement sont gênants pour le malade. Elles réduisent son activité. Les symptômes sont isolés. La protrusion hernière est douloureuse et ne s'accompagne pas de signes digestifs, notamment occlusifs. L'étranglement, qui est un accident, il faut savoir qu'il complique 5% des hernies. Il est à l'origine de 5 à 10% de décès. Surtout, il survient surtout chez les sujets âgés, mais il peut se voir chez les enfants aussi. Les étranglements sont 10 fois plus fréquents dans les hernies indirectes que dans les hernies directes. Lorsque l'étranglement survient, la hernie, elle va perdre ses caractéristiques habituelles, donc elle va devenir douloureuse, non impulsive à la toux et irréductible. Donc, en fonction de son contenu épiploïque ou digestif, la symptomatologie peut varier. Lorsque une anse intestinale est incarcérée dans l'orifice hernière, ça peut donner lieu à un tableau d'occlusion intestinale aiguë par étranglement hernière. Donc, elle impose l'intervention. C'est une urgence médico-chirurgicale. L'étranglement hernière est une urgence médico-chirurgicale. Elle impose l'intervention avant la 6e heure. Sinon, une nécrose intestinale peut s'installer, ce qui impose la résection pour rétablir la continuité digestive. Si cette hernie n'est pas opérée, la nécrose de l'anse peut soit fistuliser dans la cavité abdominale et entraîner une péritonite stercorale qui a un pronostic très très grave qui peut amener au décès, ou bien fistuliser à l'extérieur après avoir formé un phlegmon pyostercoral et s'ouvrir à l'extérieur et donner lieu à un écoulement purulent et digestif. Le traitement des hernies de la paroi abdominale est exclusivement chirurgical. Le but du traitement, c'est bien sûr réintégrer le contenu digestif qui n'est pas à sa place, éviter les complications, éviter les récidives. Les moyens, c'est la chirurgie avec la réanimation qui va avec. Les méthodes, toutes les cures hernières suivent certaines étapes bien précises. Donc après un protocole d'anesthésie qui peut être général ou loco-régional, donc on va réduire la hernie, réséquer le sac de sa hernie et procéder à une réfection pariétale qui peut être soit une simple aponeurographie, c'est-à-dire utiliser des sutures, on va rapprocher les muscles entre eux, les tendons conjoints avec l'artère pleurale. Ce sont des techniques qui sont un peu dépassées, mais actuellement, la méthode de référence, la gold standard, c'est le traitement prothétique. Donc, c'est la réparation pariétale par prothèse. Toute hernie symptomatique et gênante doit être opérée, surtout lorsqu'il y a des épisodes d'engouement, qui peuvent annoncer un étranglement imminent. Donc, on doit absolument opérer ces malades-là. Comme je vous ai dit, la technique de référence, c'est le traitement prothétique qui peut être fait par voie classique, conventionnelle ou par voie cœlioscopique. Donc, la cœlioscopie nécessite une certaine expertise, un certain degré de maîtrise. Et il y a un coût qui est surajouté. La cœlioscopie est 25 à 60% plus coûteuse que la chirurgie conventionnelle et aussi nécessite une anesthésie générale qui n'est malheureusement pas possible chez tous les patients qui sont tarés, qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Donc la rachianesthésie est indiquée pour tous les malades,
notamment les sujets âgés et ou tarés qui ne peuvent pas supporter une anesthésie générale. Donc, l'avantage de cette rachi-anesthésie, de cette anesthésie loco-régionale, est qu'on peut tester la réparation qu'on a faite, la réfection pariétale qu'on a faite, alors en fin d'intervention, en demandant au malade de tousser vigoureusement pour vérifier la solidité de notre réfection. Le traitement peut être fait en ambulatoire. Il permet en ambulatoire, c'est-à-dire on opère le malade et le jour et l'après-midi, il va rentrer chez lui. Donc, ce traitement ambulatoire permet de réduire le coût lié à l'hospitalisation. Et il faut savoir que parmi les complications de la cure hernière, vous savez les récidives. Vous avez les récidives qui peuvent, malgré tous les progrès qu'on a instaurés de la réanimation et de la chirurgie, elle varie, le taux de récidive va de 6 à 10% des cas. Et c'est pour ça qu'on doit traiter le facteur causal avant d'enlever la cure de hernie. Si le patient a un adénome de prostate, on doit le traiter médicalement ou par résection endoscopique. Ensuite, lorsque le traitement du facteur causal est assuré, on doit ensuite traiter chirurgicalement la hernie pour éviter les récidives. Si le malade a une constipation chronique, on doit absolument explorer le côlon pour éliminer une tumeur colique qui peut être responsable de cette constipation. Et on doit absolument traiter la cause de la constipation avant d'envisager la cure de la hernie. De même qu'un insuffisance respiratoire avec une toux chronique doit absolument se faire traiter de cette toux avant d'envisager la cure de la hernie, sinon la récidive est assurée. En conclusion, donc, je dirais que l'hernie de la paroi abdominale sont une pathologie très fréquente. Leur diagnostic est clinique. On a exceptionnellement besoin d'examens complémentaires. Elle impose un traitement chirurgical au vu de leurs complications qui peuvent être graves, telles que l'étranglement. Le choix d'un procédé tient compte de plusieurs paramètres, les antécédents, le coût du matériel, le coût de l'intervention. Le traitement du facteur causal est déterminant afin d'éviter les récidives. Donc, je vais vous montrer juste un cas rare qu'on a opéré dans notre service. C'est une hernie vésicale. Donc, c'est un malade qui a été opéré déjà pour hernie inguinale. Ensuite, il a présenté une récidive avec des signes d'irritation urinaire. Donc, il avait une polacurie très importante, des infections urinaires à répétition. Au début, on a pensé que le patient avait un problème d'adénome de prostate qu'on a éliminé. Alors, en faisant cet examen qui est l'urétérocystographie rétrograde, on voit dans cette image que la vessie, elle n'est pas à sa place, qu'il y a une importante protrusion d'une partie de la vessie dans le sac hernière. Donc, voici l'aspect opératoire. Là, ça, c'est le cordon spermatique qu'on a mis sur l'acte. Là, c'est la hernie vésicale qui est très importante. Donc, et le malade, si on ne l'avait pas opéré, il risquait une insuffisance rénale parce que la hernie vésicale, elle provoque une haute pression sur le haut appareil urinaire et ça peut donner lieu à une insuffisance rénale. Ensuite, nous avons mis dans le défect, dans l'orifice hernière qui était très déhissant. Donc là, on est en présence d'une hernie type 4 de Nius, puisque c'est une hernie récidivée. Donc on a mis un plug. C'est quoi un plug? Un plug, c'est un bouchon qu'on confectionne avec une prothèse. Il permet de combler cette paroi inguinale. Après avoir réduit la hernie, donc on a mis le plug et sur ce plug-là, on a mis une prothèse en polypropylène, en rétrofuniculaire, c'est-à-dire derrière le cordon spermatique, qu'on a fixé au niveau de l'arcade crurale en bas et au niveau du tendon conjoint en haut. Voilà. Et je vous remercie.
Docteur Haddadi, apparemment, vous avez fini. Oui, oui, j'ai fini, Monsieur Bouquet.